Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire. Je m'appelle Charles Joannick et je suis un cofondateur de LabVie. Et cette fois-ci, comme chaque année, en général en fin d'année, j'aimerais vous proposer un regard un peu rétrospectif sur les principales évolutions en R&D pour cette année 2025, mais aussi partager avec vous notre analyse des thèmes qui vont prendre de l'importance pour l'année à venir en 2026. Ce webinaire va durer environ 30 minutes et à la fin de la présentation, vous aurez comme toujours la possibilité de poser vos questions. Pour votre information, ce webinaire est enregistré et sera disponible d'ici quelques heures en version à la demande sur notre site internet www.labvie.io. Avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas encore, notre objectif avec LabVie, c'est d'accélérer l'innovation des matériaux pour une industrie qui continue à façonner le monde de demain, et spécialement en Europe. Quelle est notre mission? Nous souhaitons redéfinir l'innovation des matériaux dans notre région en utilisant une plateforme logicielle intelligente qui est développée par l'industrie et pour l'industrie. Avec LabVie, nous rendons les données matériaux exploitables pour pouvoir développer de meilleurs produits beaucoup plus rapidement, pour prendre des décisions plus éclairées basées sur la donnée, mais en plus de cela, ouvrir l'accès aux technologies comme par exemple l'intelligence artificielle à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et la raison pour laquelle vous recevez l'invitation par Netsch, c'est que nous sommes une entreprise à 100% du groupe Netsch et que nous travaillons avec Netsch Gerätebau d'une manière très très proche. J'ai structuré ce webinaire en deux parties tout simplement. La première partie 2025, la deuxième partie 2026. Et pour 2025, une des premières choses qu'on peut dire, c'est que c'est confirmé, la R&D basée sur Excel ne fonctionne plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les sources de données qu'on utilise en R&D, que ce soit dans un laboratoire ou dans le département R&D, ou dans les deux, sont extrêmement dispersées entre les différents équipements du laboratoire, entre les différentes sources d'informations qui existent. On a encore beaucoup de saisie manuelle des données. La plupart d'entre vous le connaissent, ça fait partie des activités journalières, d'entrer des données, de copier de A à B, d'un tableau Excel à un autre, ou du papier à Excel. En général, il y a un manque de structure aussi. Chaque personne a sa propre manière sa propre nomenclature, la propre manière de définir la structure d'un dossier sur le SharePoint, par exemple. Ce qui conduit en général à un accès plutôt limité aux données historiques, voire quasi inexistant. Et selon les études que vous regardez, donc il y a des études qui ont été parues dans ces dernières années, les personnes qui travaillent typiquement dans un bureau ou comme dans un bureau, donc pas dans une production ou pas dehors sur un chantier par exemple, passent entre 1,8 et 2,5 heures par jour à chercher des informations. Évidemment, ce n'est pas que des informations, on ne parle pas que des informations, qui sont liées au travail de tous les jours. Il y a aussi le menu de la cantine, la disponibilité de personnes, pour un meeting ou la disponibilité d'une salle de conférence, par exemple, ou plein d'autres choses. Donc si en fait, on revient un peu, au centre, des activités et du travail, on va voir ici que, en général, on va passer 1 heure par jour consacrée à la recherche de données, heu, qui sont liés au projet que nous faisons en R&D. Et tout cela ne fonctionne plus au jour d'aujourd'hui et on vérifie ça, pas seulement dans nos contacts avec les clients, sur le marché, mais j'ai voulu vous donner un exemple. J'ai pris une capture d'écran il y a maintenant 4 semaines à Cologne, dans l'industrie des peintures et des revêtements de surface. Il y avait on a participé comme sponsor à la European Coatings Conference, donc la conférence organisée par European Coatings, sur le sujet de la digitalisation en R&D. Et il y avait une discussion, un panel sur scène où ils ont posé une question en live. Donc sur les 80, à peu près 80 personnes dans la salle, 45 personnes ont répondu à cette question. Quelle est votre plus grosse difficulté quand on parle de données du laboratoire? Et 73% des personnes ont répondu que c'est difficile d'accéder ou de rechercher les données. 69% disent aussi que les données ne sont pas standardisées. Donc c'est pas cumulatif ici, c'est un choix, une question à choix multiple. 47% nous disaient qu'il n'y avait pas de lien entre les données de formulation et les données mesurées au laboratoire, de performance d'une formulation par exemple. 42% ont dit qu'un des défis majeurs, c'était le fait d'avoir trop de systèmes différents. Et 13% ont dit qu'ils voyaient comme gros défi le fait de ne pas collecter les bonnes données.
Donc pour vous donner un petit peu une impression que cette année, que ça soit nos entretiens, nos rendez-vous clients ou sur des conférences spécialisées, les problèmes sont les mêmes. Difficulté à la trouver et à accéder à la donnée, de par le manque de structure et de standardisation, et surtout le manque de lien entre les données. Évidemment, sans structure, pas de lien. Donc pour relever ces défis d'une manière globale, il va falloir plus que des solutions isolées pour collecter des données ou gérer un projet. Et c'est pour soi, nous adoptons chez LabVie depuis maintenant 4 ans une approche complètement intégrée avec une plateforme de Material Intelligence qui va réunir 3 éléments essentiels en un seul et même endroit, dans une seule et même solution, les données, les processus et l'intelligence. Alors, premièrement, les données. Quand je parle de données ici, au centre de cette approche, on va trouver des données structurées qu'on va pouvoir utiliser, qui sont issues, que ce soit des matériaux, des formulations précédentes, des résultats d'essais ou des procédés et donc des mesures. Ces données vont constituer en fait la base de l'approche. Parce que sans ces données, ça va être quasiment impossible de prendre des décisions fiables, que ce soit au niveau du laboratoire ou ensuite au niveau R&D en développement pour prendre des décisions sur le projet global. Ensuite, dans l'approche, on va parler d'un deuxième élément qui sont les workflows. Tous les projets, toutes les ressources et tous les processus du laboratoire peuvent être représentés d'une manière digitale, de la formulation aux échantillons, en passant par les équipements et au stockage des matériaux, par exemple. Avec cela, on va créer un flux de travail qui sera cohérent, dans lequel toutes les équipes, tous les utilisateurs vont pouvoir s'appuyer sur les mêmes informations. Et enfin, troisièmement, l'intelligence. Ici, mentionnée en tant qu'intelligence artificielle. Mais en fait, sur cette base de données, on va importer différentes applications d'intelligence artificielle qui vont pouvoir être exploitées. Qu'on parle ici d'analyse automatisée, de comparaison de différentes variantes dans un projet, ou alors de modèles prédictifs. L'important ici, c'est de mentionner que dans cette approche, l'IA ne va pas rester complètement déconnectée, donc c'est pas un système tiers, mais elle va s'appuyer en fait sur des données réelles issues du développement de la R&D et du labo. Et ces 3 domaines ne sont pas des modules indépendants. L'approche de Material Intelligence ou d'intelligence des matériaux en français, hem, ne va fonctionner que si ces 3 éléments fonctionnent ensemble, sont imbriqués les uns dans les autres. Un exemple tout simple, les workflows ne peuvent pas être complets s'ils ne sont pas digitaux. Et les données ne deviennent vraiment exploitables que si elles sont cohérentes et disponibles dans l'ensemble du processus. Et c'est une fois qu'on a ça qu'on va pouvoir utiliser l'IA et que cette IA va surtout pouvoir apporter une valeur vraiment tangible. Et donc c'est pour ça qu'on voit cette zone d'intersection des 3 éléments comme l'approche parfaite de Material Intelligence. Et ici, je pourrais rajouter la plateforme d'intelligence des matériaux, donc notre solution à nous, qui se trouverait au cœur de ces 3 éléments. On a présenté notre assistant IA en 2025, plusieurs fois déjà dans différents webinaires. Mais de quoi est capable l'assistant IA en ce 9 décembre 2025? Donc on va parler de 4 grosses capacités. La première, c'est d'agir comme un moteur de recherche. Un moteur de recherche au sein même de ma propre base de données qui va se trouver aussi dans la solution pour pouvoir trouver rapidement n'importe quelle donnée, que ce soit des données de résultats d'un essai, que ce soit des données sur le matériau. Mais en fait, c'est un moteur de recherche qui va pouvoir me donner une information sur toute l'historique que j'ai accumulé dans ma base de données. La deuxième chose, c'est pouvoir explorer et utiliser des documents qui sont éventuellement externes à la base de données. On va prendre un exemple. Je reçois des fiches techniques, de mes matériaux de ma part de mes sous-traitants ou alors j'utilise des normes, des normes techniques ou, des, rapports, ou des papiers scientifiques, par exemple, dans l'industrie de la métallurgie, où on va avoir, des nouveaux matériaux développés qu'on va pouvoir s'inspirer et utiliser, dans nos projets à nous. Et ces documents-là, sous forme de PDF par exemple, vont être en fait stockés sur un SharePoint, central, avec une structure plus ou moins prédéfinie. Et en fait, on va venir mapper, donc cartographier cette structure avec, l'assistant, IA, qui va être en fait capable de rechercher au travers des documents les informations qu'on va lui demander, les extraire et aussi, nous donner en fait les sources. C'est-à-dire que j'ai, en bas de page en fait, un peu comme au Wikipédia si vous voulez, les sources qui sont données et quand je clique sur la source, le document PDF va s'ouvrir directement à la page où l'information a été trouvée. La troisième
compétence qui est l'une des plus importantes, c'est la compétence analytique, réaliser tous les calculs mathématiques de la même manière que vous faites aujourd'hui avec Microsoft Excel, par exemple, et de produire n'importe quel type de visualisation, de graphique, qui existe aussi dans Excel, sans avoir à entraîner ni à programmer quoi que ce soit. Donc disponible au jour 1, à l'heure 1, avec le premier set de données, peu importe le nombre de données. L'assistant IA est aujourd'hui capable d'effectuer toutes les analyses qui existent dans la bibliothèque Mathematica, donc la bibliothèque mathématique universelle. Et enfin, la dernière compétence, aussi très très importante, puisqu'elle va permettre de gagner en efficacité assez rapidement. Ici, on parle d'environ 50% de gain de temps. Le côté de documentation, donc création d'un rapport d'essai ou rapport de projet, par exemple, mais aussi communication des résultats. La création d'un rapport semi-automatisé avec l'assistant IA est aujourd'hui complètement intégrée. À quoi ça ressemble? Juste pour vous montrer, sans vouloir faire de démo aujourd'hui, on a fait une démo il n'y a pas très longtemps. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter ou alors à retourner vers notre webinaire du mois précédent. Ici, on peut voir en fait que je peux demander directement à mon assistant IA d'une manière très simple. Par exemple ici, est-ce que tu peux me donner le nombre, les additifs pour augmenter la conductivité, par exemple. Euh, Est-ce que tu peux me donner soit la liste avec une description? Est-ce que tu peux si je continue ici, est-ce que maintenant tu peux me dire lequel de ces deux-là est le plus adapté si je veux réduire la conductivité, par exemple, ou augmenter la conductivité, ou travailler sur une autre propriété si c'est des autres additifs? Et en fait, on va avoir ici, c'est en temps réel, en quelques secondes, vraiment l'information complètement détaillée. Il va analyser ma base de données. Bien sûr, dans mon exemple, avec deux additifs, c'est assez simple. J'aurais même pas besoin d'assistant pour le faire. Maintenant, imaginez dans votre vie tous les jours, si jamais vous êtes dans l'univers de la chimie, vous avez sûrement plus de 10 additifs dans votre portfolio, avec 200, 300 matériaux différents. On peut rapidement perdre un peu la vue d'ensemble. Et en fait, on peut continuer avec cet assistant à travailler en fait, décris-moi un projet. Donc par exemple, je suis plus ingénieur R&D ou spécialiste en laboratoire, mais je suis responsable du département R&D. La personne qui est en charge du projet n'est actuellement pas présente. J'ai besoin d'avoir rapidement une description du projet avec les détails où on en est. J'ai juste à demander à l'assistant et j'ai eu une vue d'ensemble en quelques secondes. Et de la même manière, je peux construire en fait sur cette vue d'ensemble et me dire est-ce que tu peux calculer la résistivité, donc c'est 1 divisé par la conductivité, pour tous ces résultats-là. Et donc on va voir en fait que ici, même en écrivant avec des fautes d'orthographe, c'est pour vous montrer en fait que ça fonctionne même avec des fautes d'orthographe, on va pouvoir avoir en fait un résultat pareil en 4 à 5 secondes de calcul et visualiser ces calculs-là sur un diagramme, comme on le ferait dans Microsoft Excel. Voilà. Juste pour vous montrer rapidement de quoi c'est capable sans vous faire une démo complète. Je trouvais ça intéressant aujourd'hui de le mentionner. Alors maintenant, la question qui revient souvent, c'est pas seulement d'avoir une démo comme ici, c'est aussi de savoir un petit peu comment tout ça fonctionne. Du coup, je me suis dit pour aujourd'hui, ça serait intéressant de vous faire un tout petit détail sans rentrer vraiment dans tous les détails techniques, mais du moins, comme en général, notre, nos contacts et les gens qui nous suivent et qui assistent au webinaire sont des gens plutôt techniques. De quoi est consisté cet assistant IA au jour d'aujourd'hui? Bah, déjà, on va avoir une interface interactive, comme vous avez vu. Je pose ma question, j'obtiens une réponse immédiate dans un langage que je comprends en tant qu'être humain. Mais derrière ça, il va se cacher trois choses. Tout d'abord, un LLM, un Large Language Model, qui est vraiment l'élément clé qui va comprendre mon langage naturel humain, qui va reconnaître un peu tout ce que je demande, donc le contexte et les relations contextuelles, et va déclencher les actions. Ensuite, on va avoir les données. Les données, c'est la base de données dans la vie qui va fournir toutes les informations dont j'ai besoin, mais aussi aider à donner plus de contexte au LLM. Comme je le disais, des formulations en passant par les matériaux, vraiment jusqu'à des articles scientifiques ou les paramètres de processus de fabrication, par exemple. Et enfin, on va avoir des outils, la démo juste avant, l'outil de calcul, l'outil de visualisation, qui sont des outils séparés, qui vont réaliser en fait des opérations spécifiques, donc des tâches spécifiques, un peu comme vous avez vos techniciens ou vous auriez des artisans, un artisan qui est
quelqu'un qui est plaquiste, qui est l'électricien, qui est plombier, etc. On va avoir le même genre d'outil, en fait, au niveau digital, qui va, en fait, être guidé par le LLM. Le LLM va comprendre la question et dire, j'ai besoin de cet outil-là et de ces données-là. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne, sans entrer dans tous les détails. J'ai mis quelques exemples ici pour le LLM, par exemple. Au jour d'aujourd'hui, on travaille avec OpenAI, donc qui est la base de ChatGPT, mais on pourrait très bien travailler avec Mistral, avec Gemini de Google, avec Llama de Meta, Facebook, et plein d'autres. En théorie, ça n'a aucune incidence sur la performance et le fonctionnement de notre outil. Ensuite, il y avait quelque chose de très important qu'on a compris cette année. On parle beaucoup souvent des plans d'expérience ou Design of Experiment en anglais, le DOE. Et on va parler aussi beaucoup de machine learning. Ça a été beaucoup un sujet cette année, le machine learning. Et on s'est demandé en fait, c'est quoi la différence entre ces deux choses-là et comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Selon nous, au jour d'aujourd'hui, DOE, donc les plans d'expérience et le machine learning se complètent et ça va sûrement rester ainsi pour un bon moment. Donc le DOE, c'est une méthode statistique qui va en fait vous permettre d'étudier de manière systématique comment différents facteurs vont influencer un résultat. La méthode va générer un plan d'expérience qui est en général très équilibré et assez orthogonal pour garantir que les effets principaux et les interactions puissent être prédits ou estimés en tout cas avec le nombre d'essais le plus minimal ou le plus réduit possible. Donc le DOE va produire un ensemble statistiquement très équilibré d'expériences qui va couvrir un espace de facteurs défini. Par contre, la méthode, elle va pas apprendre à partir des données historiques et va pas proposer non plus de formulation optimale. Et le machine learning, en revanche, va utiliser les données expérimentales historiques et les propriétés des matériaux pour prioriser les essais les plus prometteurs et suggérer dans des proportions différentes des formulations concrètes. Donc en fait, si je simplifie tous ces éléments-là, sans vous avoir à vous lire tout ce qui est écrit ici, et pour simplifier, c'est un peu, le DOE revient un peu à dire, voilà un ensemble structuré d'expériences pour explorer l'espace défini, et le machine learning, ça va plus être sur la base de tout ce que j'ai déjà fait dans mon laboratoire. Voici les candidats et les plages de paramètres les plus probables. Donc le DOE et le machine learning ne sont pas vraiment en fait en concurrence. Il y en a un qui va plutôt permettre d'explorer des nouveaux espaces de manière très structurée, et le machine learning va plutôt aider à naviguer efficacement dans ces espaces. Et donc à l'avenir, en fait, nous, dans le laboratoire ou nous, ingénieurs, on va développer des matériaux qui vont utiliser les deux approches, mais le machine learning va sûrement assurer la plus grande partie du travail parce qu'il va s'appuyer sur l'ensemble des connaissances et de l'expérience accumulée au sein du laboratoire, au sein de l'entreprise, au fil des années. Voilà un petit peu comment différencier ces deux approches au jour d'aujourd'hui. Si je reste un petit peu dans le sujet du machine learning, la véritable difficulté du machine learning, elle réside dans les données et non pas dans la technologie des algorithmes. Vous voyez ici que, en fait, ce qu'on a compris cette année en travaillant sur quelques projets de machine learning avec nos clients, c'est qu'en fait, ils vont pas échouer à cause de la programmation, de l'entraînement des algorithmes. En fait, ils vont échouer, ces projets-là, ou avoir des difficultés en tout cas, avant même que le modèle ou l'algorithme ait vraiment une réelle chance. La véritable contrainte, on n'est pas dans la modélisation, la contrainte, c'est d'amener en fait les données dans un état qui va pouvoir rendre la modélisation possible. Et on va passer 80% du temps à en fait, c'est la majorité des tâches dans les 80% de préparation va concerner le nettoyage des données historiques, l'harmonisation dans les dénominations, dans les nomenclatures, dans les noms de fichiers, dans les noms de données, dans les unités de mesure aussi, s'assurer que les expériences sont réellement comparables et de fusionner toutes les sources de données qui sont en général très fragmentées. Parce qu'il faut une structure cohérente pour les formulations, pour les paramètres de procédé, parce que dans la réalité, en fait, chaque fichier, quand on est honnête, si on regarde en fait les fichiers, chaque fichier est légèrement différent. Donc on va aller vérifier en fait l'exhaustivité, la conformité, fusionner tout ce qu'on doit fusionner, et ajouter en fait les descripteurs matériaux nécessaires pour que le modèle puisse comprendre le système aussi. Et c'est qu'à ce moment-là, en fait, qu'un jeu de données vraiment propre va être utile pour les algorithmes machine learning dont il va pouvoir apprendre. La modélisation en elle-même va juste prendre les 20% restants. C'est la plus petite partie. Et ici, on va tester les algorithmes, on va ajuster les paramètres, on va sélectionner les variables qui sont les plus pertinentes, on va pouvoir mesurer la performance prédictive,
On va pouvoir challenger ça avec des essais en laboratoire aussi, bien sûr, et ensuite prioriser les prochaines expériences. Et ça, c'est cette étape-là qui est importante, sans limiter le projet. Elle va fonctionner très bien, mais dès que les données sont propres, comme je le disais. Et c'est surtout là, en fait, qu'on voit une opportunité machine learning. Pour la R&D, c'est pas vraiment dans encore plus d'algorithmes, c'est plutôt dans une meilleure base de données, dans une meilleure fondation. Puisqu'une fois les données structurées, la modélisation, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Pas forcément de votre côté, mais de notre côté, par exemple, n'importe quel éditeur de logiciel, n'importe quel expert en machine learning peut travailler avec une base de données propre. Il n'y a pas de talent très spécifique ici. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la modélisation avec une base de données, j'ai envie de dire parfaite, mais elle sera jamais parfaite, mais du moins très structurée et propre, la modélisation, elle va devenir rapide, elle va devenir prévisible et elle va devenir reproductible, ce qui veut dire qu'à un moment donné, le machine learning va devenir aussi économiquement viable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pour cette vue d'ensemble sur 2025. Qu'est-ce qui nous attend maintenant en 2026? On va commencer par les tendances. Ici, l'entreprise Gartner, qui est en général un des précurseurs que tout le monde suit, a dit que les principales tendances stratégiques technologiques pour 2026 allaient s'articuler autour de 3 éléments. Un élément d'architecture, un élément d'intégration, un élément un peu avant-gardiste. Et bien sûr, elles ne vont pas toutes nous concerner. Alors, les tendances qui vont nous concerner dans la R&D et dans le laboratoire pour 2026, ça va être ce qu'on va appeler le confidential computing. Ici, donc l'architecte, c'est pour des plateformes et infrastructures d'IA. C'est un peu la description du nom ici. On va parler de tendances qui vont se concentrer sur la création de bases sûres et évolutives pour l'IA et sur la transformation digitale. Et le confidential computing va être en fait la tendance qui protège les données sensibles pendant leur utilisation, vraiment pendant l'utilisation, qui va permettre une IA et des analyses sécurisées dans des environnements qui ne sont pas forcément tous très fiables. Du côté d'intégrateur, on va parler ici de tendances qui montrent comment des modèles spécialisés, des agents ou des systèmes semi-physiques et physico-digital ou physico-digitaux peuvent être combinés pour créer des nouvelles formes de valeur. Et ici, ce qu'on va travailler en 2026 le plus, ça va être les systèmes multi-agents qui vont permettre à des agents d'IA modulaires de collaborer ensemble sur des tâches un peu complexes pour améliorer l'automatisation et surtout la capacité de mise à l'échelle. J'ai ajouté les modèles spécialisés, même si Gartner les voit à moyen terme plutôt qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les modèles linguistiques qui sont spécifiques à un domaine vont offrir une précision et une conformité très accrue pour des cas d'usage très propres à un secteur. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes dans l'industrie de la peinture, on va travailler sur des modèles de langage spécialisés dans l'industrie de la peinture. Si vous travaillez dans quelque chose de la chimie spécifique, si vous travaillez sur la métallurgie, sur le plastique, ça va être la même chose. Donc on va en fait déjà travailler en 2026 sur des modèles modèles de langage, des LLM, qui soient spécialisés, plutôt que d'aller essayer d'entraîner un LLM sur le monde entier. Et sur le côté avant-gardiste, donc on va parler ici des tendances qui vont refléter le besoin croissant de protéger la réputation, de garantir la conformité, ou alors de préserver la confiance des utilisateurs. On va parler ici de la provenance des données digitales, surtout, donc la provenance numérique qui va vérifier l'origine, mais aussi l'intégrité des logiciels et des données et des contenus générés par l'IA. Donc, on va parler des outils. Quand je parle d'intégrité des logiciels, c'est les outils que je vous ai montrés tout à l'heure dans notre assistant IA, par exemple. Les données, c'est les données dans notre base de données, donc les données entrantes qui seront stockées dans la base de données. Et les contenus générés par l'IA, évidemment, puisque c'est essentiel pour la confiance, mais bien sûr la conformité. Et je vois aussi un gros sujet sur les plateformes de sécurité pour l'IA qui vont centraliser la transparence et le contrôle des applications d'IA tierces et des modèles personnalisés. Il y a un sujet qui est très intéressant, le mot géopatriation, c'est un terme que je ne connaissais pas auparavant, qui est comment est-ce que les entreprises vont essayer d'atténuer les risques géopolitiques en déplaçant en fait leurs données et aussi leur workflow ou leur charge de travail d'une manière plus globale vers des fournisseurs cloud qui seront plus souverains et régionaux. Donc là, on a un gros sujet et c'est pas un sujet pour faire le pont sur la prochaine information, la prochaine page. Ce sujet de géopatriation est un sujet extrêmement sensible et extrêmement important. Ici, 2 exemples récents qui montrent
que la souveraineté numérique en Europe est maintenant réalité. C'est en train de devenir une vraie réalité. D'une part, les gouvernements investissent massivement, les grandes entreprises investissent également, et ce concept de souveraineté est en train de s'imposer vraiment comme un véritable fil conducteur stratégique en Europe. Non pas par idéologie politique, c'est pas le sujet ici, mais vraiment par une nécessité très, très, très concrète pour notre industrie, la R&D, la chimie, la pharmacie, l'automobile, la construction, la mécanique, etc., travaillent aujourd'hui de manière entièrement guidée par les données. Et c'est pour ça que la question qui se pose ici, ça va être de savoir, et c'est la question qui va déterminer l'avenir également, avec qui est-ce que nous collaborons réellement en matière d'IA et de données? Celui qui contrôle les données contrôle la chaîne de valeur, celui qui contrôle l'infrastructure contrôle le cycle d'innovation et de R&D à la fin. Et ici, on voit que, il y a maintenant un peu moins d'un mois, le président Emmanuel Macron, s'est rendu à Berlin, avec le chancelier allemand, Merz, pour lancer le sommet européen de la souveraineté digitale, qui est vraiment un signe très, très fort. Heu et ça signifie en fait qu'il va falloir pour l'industrie, choisir ses partenariats avec beaucoup, beaucoup d'attention. D'accord? Les données, que ça soit on parle de données, donc de systèmes de données comme une base de données l'ABVI, les modèles qu'on va utiliser, la logique de développement derrière, ne doivent pas dépendre en fait d'acteurs dont on ne peut plus se détacher ultérieurement ou alors qui peuvent décider à tout moment, comme aux États-Unis avec les AI Act, d'avoir accès à vos données en fait. Donc, ce sujet de la souveraineté devient un vrai critère de décision et vous voyez ici à droite que, le groupe, Schwarz, qui est le groupe derrière Lidl, que vous connaissez aussi en France, investit massivement et construit, un des plus gros, data centers d'Europe, qui fait la taille d'à peu près 100 terrains de football. Hem et un acteur, est très, très important. On a en France aussi OVH, qui est un des acteurs cloud en Europe les plus puissants et un des meilleurs. Et nous, c'est précisément sur ce point en tant que LabVie qu'on va se positionner. On va se positionner vraiment, on se positionne comme l'acteur européen, actuellement le seul acteur européen dans ce qu'on fait, avec une IA, une infrastructure de données et une plateforme qui sont développées et opérées en Europe. Et à partir de 2026, on va franchir une étape supplémentaire. On va migrer entièrement l'ABI vers l'infrastructure du groupe Schwarz, avec l'objectif de faire l'ABI un fournisseur développé, exploité et hébergé à 100% dans l'Union européenne. Donc pour nos clients, pour vous, ça va signifier encore plus de sécurité, encore plus de contrôle et de fiabilité à long terme pour tous les processus, tout ce qui sera basé sur vos données R&D. On a vu avant que je parlais aussi de systèmes multi-agents et je me suis dit que ce serait très intéressant puisque c'est quelque chose qui va vraiment être décisif cette année. Un système multi-agent, ça semble un peu complexe, mais en fait, c'est facile à comprendre si on imagine comme une équipe. Aucun modèle d'IA ne peut accomplir une tâche complète de manière fiable à lui seul. C'est pourquoi on va avoir plusieurs agents qui sont spécialisés et qui travaillent ensemble, chacun avec un rôle bien défini. Donc ici, on commence avec la demande de l'utilisateur. Ensuite, on a un task manager qui va venir décomposer la demande en étapes qui soient compréhensibles à l'aide de LLM et va assigner aux agents qui sont appropriés. Exactement comme vous le feriez si vous étiez chef de projet qui va répartir des tâches entre différents services, par exemple. Les agents spécialisés vont ensuite, prendre en charge toutes ces tâches individuelles, les analyses, comme par exemple analyser les données ou vérifier des documents ou réaliser des calculs mathématiques et vont s'échanger en fait les résultats intermédiaires parce que cette collaboration va rendre le système performant, vu que chaque agent se concentre sur ce qu'il maîtrise le mieux. Et ensuite, c'est un peu en parallèle déjà, mais surtout après, on va avoir en fait ce qu'on appelle une porte qualité. On appelle ça les safeguard agents, qui vont en fait surveiller que toutes les règles sont respectées et ils vont garantir l'exactitude des données aussi pour empêcher des actions ou des résultats qui ne sont pas souhaités et surtout aussi nous aider à avoir une traçabilité de toutes les étapes. Et enfin, le système va regrouper les résultats et fournir une réponse ou une recommandation concrète avec une action à exécuter pour l'utilisateur. Et le résultat, en fait, ça va être une IA, donc une intelligence artificielle qui va non pas fonctionner comme un modèle isolé, mais comme une vraie équipe. Et c'est ça, en l'essence, les systèmes multi-agents. C'est l'architecture qui va définir la prochaine génération d'assistants IA. Et cette prochaine génération d'assistants IA, toujours auto chez nous, devient un co-développeur, un co-ingénieur. Le développement va rester entre les mains de l'humain et de l'expert, mais l'orientation va venir de l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que, en fait, si, cette image-là, elle illustre assez parfaitement, en fait, ce que j'essaie de véhiculer, et comment est-ce qu'on conçoit le rôle de notre co-développeur basé sur l'IA. L'IA, en fait, va venir et soutenir l'expert grâce à un ensemble de capacités qui aujourd'hui souvent manquent dans le quotidien des équipes ou de la R&D. Donc le co-développeur va identifier des motifs dans les formulations, les mesures, les données historiques. Il va relier les informations qui sont autrement plutôt dispersées et va rendre en fait visibles des paramètres qui vont influencer réellement le résultat, ou une zone de risque, ou des comportements similaires, des corrélations entre plusieurs variantes. Et en fait, il va créer ainsi la vue d'ensemble la plus claire sans automatiser le développement, sans automatiser la tâche de R&D. Et il est vraiment essentiel ici de comprendre que l'IA ne développe pas elle-même, c'est pas du tout l'objectif. Elle va fournir la base qui permet aux experts, aux ingénieurs, aux spécialistes en laboratoire de prendre des meilleures décisions plus fiables basées sur la donnée. Elle va révéler en fait des relations qui sont éventuellement difficiles à percevoir, des corrélations un peu compliquées à évaluer. Elle va évaluer la qualité des données. Elle va identifier les alternatives de matières premières, par exemple, qui sont plausibles, ou elle va restituer en fait des expériences issues de projets antérieurs. Donc le co-développeur ou le co-ingénieur, si vous préférez, ne va remplacer en fait personne. Il va juste élargir le champ de vision de l'ingénieur humain. Il va apporter de la clarté dans un environnement qui est déjà assez complexe, de manière naturelle, sans jamais simplifier artificiellement non plus la complexité. Ce n'est pas l'objectif. Le résultat, c'est vraiment une activité R&D qui soit plus stable, un peu plus transparente et plus rapide surtout, en réduisant les time to market et en réduisant le nombre d'itérations dans le cycle de développement d'un produit, pendant que toutes les décisions vont rester en fait entre les mains de l'être humain. Voilà, pour conclure tout ça, encore quelques mots éventuellement. Quand on parle de nouvelle étape de développement, on parle ici de la prochaine avancée de l'IA qui va non pas résider dans des modèles algorithmiques plus grands, mais dans une maîtrise du contexte. Ça, j'en ai parlé un petit peu, donc je peux aller assez rapidement. Le contexte va devenir en fait la nouvelle base de précision de l'intelligence artificielle, puisque l'IA va pouvoir raisonner en contexte. Elle va plus seulement examiner les données de manière isolée. En fait, elle va comprendre l'ensemble de l'environnement d'une formulation, par exemple, de la matière première au résultat d'essai. Et euh, il faut dire aussi que on va pas parler d'avoir plus de données. Évidemment, on va générer des données, donc ça ne changera pas. On aura toujours plus de données, mais l'IA qui va être de plus en plus efficace ne va pas traiter toutes ces données. Elle va traiter seulement les données avec le meilleur contexte, de la meilleure qualité pour conduire à des meilleures réponses. Et si on voit ça sur le long terme, une compréhension qui est plus contextuelle, vu que l'IA va commencer à conserver le contexte d'un projet à l'autre, elle va aussi reconnaître des schémas, par exemple, des patterns. Elle va se souvenir d'enseignements antérieurs pour empêcher les équipes de répéter inutilement les mêmes expériences dans le futur. Et c'est précisément ça qui va créer de la vitesse et de réduire les frictions. Donc en résumé, on peut dire que le prochain vrai saut, j'ai envie de dire, dans l'IA, va pas venir de la taille des modèles qu'on va utiliser, mais plutôt de leur capacité à comprendre le contexte dans lequel on travaille. Et pour résumer notre vision, pour rendre la R&D plus efficace et moins coûteuse et plus basée sur la donnée, tout commence par des meilleures données. Et c'est pour ça que des données structurées vont être le moyen le plus efficace pour vous de permettre en fait cette prochaine vague d'innovation dans les matériaux, avec un meilleur usage du machine learning, avec tout ce que j'ai mentionné, toutes les tendances qui arrivent. Les cycles de développement vont être définitivement beaucoup plus courts. On a vu des premiers exemples avec du machine learning bien fait, où on passe d'un cycle de développement de 9 semaines à 1 jour pour une optimisation produit, par exemple. Et le machine learning, de manière avancée, tel qu'on le conçoit, va devenir aussi abordable pour tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est aussi les petites et moyennes entreprises. Et on parle d'ici de moins de 3 ans. C'est quelque chose aujourd'hui qui est très très difficile. Si vous regardez certains de nos concurrents américains, par exemple, une équipe de 6-7 personnes va avoir à dépenser entre 70 et 100 000 euros pour utiliser du machine learning, ce qui est impensable pour la plupart des entreprises. Et enfin, imaginez maintenant le futur, vraiment, une meilleure base de données, tout ce dont on a parlé, des bonnes données, etc., la bonne approche à machine learning, le coût aussi de la technologie va complètement baisser. Et on va passer justement de ces 50 à 100 000 euros à entre 5 et 10 000 euros éventuellement même en dessous de 5 000 euros. 5 000 euros qui devient quelque chose d'assez abordable pour pouvoir faire des prédictions sur le futur.
Une dernière diapo pour terminer. L'avenir, si je fais un résumé, l'avenir est vraiment en Europe, fondé sur la donnée et sur l'Europe. Et ici, je vous ai mis un nœud, c'est typiquement ce que votre CEO veut. Il veut faire des essais virtuels, avoir des propositions basées sur l'IA, des suggestions, 3 clics et le futur est prédit. Sauf que ça, en fait, c'est la dernière étape. Ce qui se passe dans la réalité, c'est que vous avez besoin des données, tout simplement. Et vous avez besoin des données sous forme de base de données avec la cartographie de votre équipement, le device mapping, avec l'interface des systèmes, un ERP par exemple, la migration des données historiques. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser notre co-ingénieur ou notre co-développeur. Donc, c'est Assist AI, c'est le nom de l'IA et de sa fonction pour rechercher des données, ce que je vous disais aujourd'hui, recherche de données, exploitation, etc. Et ensuite, on va pouvoir faire des prédictions. Donc, si votre chef vous dit en 2026, je veux être capable de faire des prédictions, dites-lui, on ne commence pas par mettre la charrue avant les bœufs. On a besoin d'avoir des données. Ensuite, on pourra travailler avec l'IA. Et ensuite, on pourra vraiment travailler sur du machine learning. Voilà quelques références, certains de nos clients que vous connaissez ou pas. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à prendre contact si vous avez des questions, si vous voulez approfondir un sujet, ou si je peux vous aider d'une quelque manière, c'est évidemment sans engagement. Je me fais un plaisir de répondre à tous vos emails, au téléphone, sur LinkedIn ou directement par notre site internet www.lavie.io. Merci beaucoup de votre participation et à très bientôt pour un prochain webinaire.